Chapitre 8. Les années 60. Les années 60 représentent un moment de contact intense entre la France et le GPRA. Mais au maquis, personne n'y prête véritablement attention. La guerre est là, omniprésente. La déclaration du général de Gaulle sur la paix des braves est un appel à la reddition sans condition. C'est un refus de faire droit à la revendication fondamentale de notre mouvement indépendantiste. Je dis sans embâche que la plupart d'entre eux, les hommes de l'insurrection, ont combattu courageusement. Que vienne la paix des braves et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. J'ai parlé de la paix des braves, qu'est-ce à dire? Simplement que ceux qui ont ouvert le feu le cessent et qu'ils retournent sans humiliation à leur famille et à leur travail. La vieille sagesse guerrière utilise depuis longtemps, quand on veut que se taisent les armes, le drapeau blanc des parlementaires. Cette position du président français ne peut dès lors que renforcer notre détermination à poursuivre la lutte jusqu'à l'indépendance. Le but de la Révolution n'est pas celui prôné par la France de Gaulle, rendre nos armes et attendre du bon plaisir de l'occupant une amélioration de notre sort. Les négociations avec les Français sont un peu comme cette Arlésienne dont tout le monde parle mais que personne n'a jamais vue, comme le serpent de mer qui égaye les veillées des marins lorsque leur navire s'arrête encalminé sous les tropiques. Les plus avertis d'entre les maquisards savent que les Français ont toujours noué des contacts avec la direction politique de la Révolution. Guy Mollet, l'homme qui a enfoncé son pays dans les abysses de la guerre, a conduit une seconde politique secrète, celle-là. D'avril à septembre 1956, il a mené une série de conversations avec le FLN, conversations qui échouent devant l'exigence algérienne de voir le droit à l'indépendance reconnu. Le 5 janvier 1957, dans sa déclaration sur l'Algérie devant l'Assemblée nationale, Guy Mollet s'exclame « Malgré des contacts répétés, le cessez-le-feu n'est pas intervenu parce qu'il a été délibérément refusé. Les prétendus chefs de la rébellion ont, en effet, subordonné et continueront à subordonner le cessez-le-feu à l'acceptation préalable et sans réserve de leurs revendications extrêmes. La reconnaissance par la France du droit de l'Algérie à l'indépendance et à la création d'un pouvoir algérien provisoire. Pendant 4 ans, aucune ouverture politique sérieuse n'est envisagée par le gouvernement français, empêtré dans la politique de pacification et espérant, de dernier quart d'heure en dernier quart d'heure, voir la révolution s'essouffler. Il faudra attendre la venue au pouvoir de Pierre Pflimlin pour entendre de nouveau les mots pourparlers et cesser le feu. Lorsque le président du Conseil ajoute « négocier oui, mais à partir d'une situation de force », cela veut dire que l'adversaire, le FLN, n'a pas été réduit, qu'il a tenu tête et qu'il n'est pas en situation de faiblesse. Faut-il préciser que c'est la longue bataille de Soukharaz qui a désillé les yeux des Français quant à la véritable situation sur le terrain. Les héros d'El Mouadjen, je consacre à la fin de cet ouvrage plusieurs pages à la grande bataille de Soukharaz, ont assurément, d'une façon évidente et directe, contribué à la chute de la 4e République et fait revenir Charles de Gaulle au pouvoir. Pendant les années 59, 60, 61 et 62, nos préoccupations sont bien différentes de celles de nos plénipotentiaires. Aucune conversation sur le sujet des négociations ne dure longtemps. Nous sommes entièrement accaparés par le quotidien de la guerre que nous sommes contraints de mener. Des réunions de cadres élargies aux chefs de section se tiennent tous les 3 mois. Présidée par Houari Boumediene, en personne, elle traite de questions purement militaires ou plus largement techniques. Les ordres de l'état-major sont de poursuivre le combat et d'obéir sans état d'âme. L'idée d'être les tués de la 25e heure ne nous effleure nullement l'esprit. L'espoir que les négociations peuvent aboutir rapidement est démenti par ce qui se déroule sur le terrain. Le renforcement des forces ennemies de près d'un tiers, la construction d'une nouvelle ligne fortifiée, Chal, la création d'autres zones interdites et la poursuite de la mise en œuvre du plan de Constantine. Nous soupçonnons que ces ouvertures françaises sont encore une fois des leurres destinées à leur permettre de gagner du temps devant les pressions de toutes sortes qu'ils subissent. Nous sommes peut-être arrivés à une étape où la solution politique s'impose, mais les militaires que nous sommes, profondément engagés dans un quotidien de feu, n'ont ni le temps ni le cœur à s'y intéresser.
Les déclarations en notre faveur, comme celle du sénateur américain John Fitzgerald Kennedy, sont contredites par l'effort que les Américains consentent encore en faveur de leurs alliés français. Peu nous importent ces péripéties diplomatiques, nous sommes préparés pour une guerre longue. Nous sentons que nous allons avoir bientôt les capacités professionnelles et les moyens matériels pour la poursuivre. La constante montée en puissance de nos forces grâce à la mobilisation générale des réfugiés en âge de porter les armes, qu'ils soient en Tunisie ou au Maroc, la formation de cadres, aviateurs, marins, tankistes, artilleurs, qui s'effectuent chez les pays frères et amis, vont nous permettre, à plus ou moins longue échéance, de nous mesurer frontalement aux défenses des glaciers frontaliers et pouvoir enfin apporter aux wilayas de l'intérieur les équipements qui leur permettront de reprendre un nouveau souffle. La situation militaire est désormais difficile pour l'ALN. Les barrages fortifiés sont quasiment étanches. Les passages d'unités vers l'Algérie sont encore possibles, mais avec des pertes importantes. Les wilayas combattantes subissant le forcing des opérations lancées par le général Chal sont sur la défensive et sont contraintes à l'éclatement et à la dispersion. L'engagement de jeunes Algériens dans les Harkas devient préoccupant. L'atmosphère dans les unités de l'ALN qui sont présentes sur la frontière Est est lourde. Les répliques des séismes à répétition qui ont ébranlé la cohésion des rangs à un moment ou un autre, la révolte de Djbel Chambi, 800 hommes fortement armés et retranchés dans une quasi-dissidence dont personne ne semble prévoir l'issue. La reddition de Hembli, la rébellion de Hemmaloulou, la grogne dans les bivouacs, les conflits de personnes qui ont agité le COM ont laissé des traces. Des militaires au plus haut niveau de la hiérarchie de l'ALN, les fameux 10, entrent en conclave pour dresser un état des lieux et proposer un train de mesures au CNRA. Entre autres décisions, il est retenu la destruction des barrages électrifiés, le ralliement des Harkis en usant autant que possible de persuasion, l'installation du commandement de la révolution à l'intérieur et c'est peut-être le plus important, la création d'un état-major général avec Houari Boumediene à sa tête en remplacement des commandements Est et Ouest. La création d'un état-major général, encore que cette décision aurait pu intervenir bien avant, va désormais rendre possible une stratégie à même de contrer celle des Français. Houari Boumediene. Ce chef militaire unique dans la direction politique de la Révolution vient de doter l'ALN n'est pas un nouveau venu. C'est un maquisard de la première heure qui a, grâce à une capacité d'analyse remarquable et des opportunismes tactiques judicieux, atteint le sommet du commandement en Wilaya 5. Il vient d'assurer sur la frontière ouest pendant les années comme la responsabilité militaire suprême. Mêlé à son corps défendant, en tant que président de tel ou tel tribunal, aux querelles qui ont agité les rangs du FLN, il connaît les dossiers difficiles de la Révolution. Les raisons et les alibis de ceux qui se sont opposés les uns aux autres n'ont pas de secret pour lui. Houari Boumediene, le nouveau chef d'état-major, a la gueule de l'emploi. Un imagier d'Épinal aurait calligraphié 2 simples petits mots sous son portrait, « loup affamé ». Il en a la dégaine efflanquée, le regard incisif et méfiant, l'approche silencieuse, la douleur maîtrisée, l'arrêt patient, la rancune tenace et la morsure mortelle. Pour nous, un chef proche des combattants ne peut signifier qu'une seule chose, à nos côtés, à notre contact, de telle sorte que notre souffrance le fasse frémir, que notre colère le fasse réagir, que nos succès le fassent jubiler. La sédentarisation de Houari Boumediene parmi les combattants dès sa nomination est peut-être pour cet homme taciturne et secret une umra, un ressourcement, une transcendance dans une atmosphère plus incandescente mais assurément moins délétère qu'ailleurs. Houari Boumediene est l'anti-Mohamedi Saïd. Il ne crie pas, il parle posément, il ne s'assourdit pas de ses propres certitudes, il écoute, il ne gesticule pas, il cogite. Il n'affirme pas, il consulte. Cependant, sa consultation n'est jamais un aveu de méconnaissance de son affaire, mais la recherche d'un éclairage supplémentaire à même de conforter ou de corriger sa propre vision des choses. Au moment où il prend les commandes, l'ALN a fait ses mutations fondamentales. Un immense travail a été accompli par Karim Belkacem. L'arrivée de Boumediene s'effectue d'une manière discrète. Accaparés par nos tâches quotidiennes, nous sommes rarement préoccupés par ce que se dit ou par ce qui se fait au niveau des responsables.
mais nous savons qu'une réunion du CNRA s'est tenue à Tripoli et qu'on y a débattu de questions concernant l'ALN au premier chef. L'homme arrive dans un contexte difficile. Des unités sont quasiment en état de dissidence. La ligne Chal, de plus en plus performante, rend difficile les acheminements d'armes et de personnel. Les katibas venus de l'intérieur, plus particulièrement de la Wilaya 2, sont parqués dans des camps sans formation aucune. Elles n'obéissent encore qu'à leur responsable direct. De quoi ce proche avenir sera-t-il fait? Apprenant que je me trouve à Ghardimao où je dois réceptionner des équipements, l'état-major me convoque. Boumediene me reçoit. Il me pose quelques questions d'ordre militaire relatives à nos missions quotidiennes dans la zone 1 à laquelle j'appartiens. À entendre les questions posées à propos de notre installation et des missions que nous accomplissons, je me rends compte que nous avons désormais un patron qui va à l'essentiel. Entouré des commandants Ali Menjli, Qaïd Ahmed et Azz-Din Zerrari, il crée un groupe composé de techniciens et charge le capitaine Ben Abd el-Moumen de l'instruction des hommes et du montage des unités. Les éléments qui se trouvent à Tunis, sans fonction définie, sont rappelés. Un véritable plan de mobilisation des jeunes réfugiés est lancé. Les nouvelles recrues sont envoyées au fur et à mesure de leur arrivée au centre de Mellek pour y recevoir une formation appropriée. La zone nord est placée sous les ordres du commandant Abdelrahman Ben Salem, secondé par les capitaines Abdelkader Chabou, Chadli Ben Jdid et Ahmed Ben Ahmed Abdelghani. La zone sud est confiée au commandant Salah Soufi avec Saïd Abid et Mohamed Allag. L'armée algérienne moderne, dont les congressistes réunis à Ifri le 20 août 1956 ont tracé les grands traits pour faire face aux défis présents et futurs. Houari Boumediene va bientôt la réorganiser et la redéployer. La LN ne devait pas être uniquement une configuration mécaniste, articulée en volume d'hommes et en moyens techniques, mais la projection d'un organisme ambitieux, se revendiquant d'une vision plus vaste et plus élaborée, de telle sorte qu'elle soit maintenant et pour les générations à venir un creuset de l'unité nationale, pétri des grandes idées de novembre de justice sociale, d'humanisme, de tolérance et de progrès. La coupure du cordon ombilical qui relie le combattant au clan et le sevrage brutal des petits conforts que procure le cocon du terroir ont été la première pierre de cette exaltante entreprise. Des chuchotements, des cris et des drames parfois sanglants ont jalonné l'entreprise de modernisation de l'armée. Les maquisards qui ont vécu cette époque se souviennent des pitoyables sectourna. Dakhlu es-sectourna, c'est notre secteur, ils empiètent sur notre secteur. Cet esprit, seigneur de la guerre, nourri par le régionalisme le plus obtus, ne pouvait être brisé que par la coupure assumée entre l'homme et son terroir natal. La Soumam a été la première tentative de dépassement de l'horizon immédiat du Moudjahid pour l'amener à embrasser, par un regard plus réfléchi, le monde autour de lui. Le CCE et le GPRA d'abord, l'UMG ensuite, auront fort à faire pour faire entrer dans un autre moule, plus uniforme, des formations cloisonnées obéissant à des chefs cooptés qui s'étaient imposés par la valeur guerrière ou le poids des parentèles, souvent les deux d'ailleurs. La division de la zone frontalière en zone nord et en zone sud, avant d'être un ordre de bataille opérationnel, un nouveau canevas organisationnel et d'abord une révolution dans les mœurs de l'armée algérienne balbutiante. Il est le bris, la cassure irrémédiable des petits conglomérats à soubassement régionaliste et tribaux et, corollairement, un saut qualitatif au niveau subalterne, moyen et élevé du commandement. Les deux zones nord et sud ne sont pas calquées sur les limites géographiques originelles de l'ancienne base de l'Est et des zones 5 et 6 de la Wilaya 1, mais débordent sur leurs frontières, les dépassent et les élargissent. La suppression des fiefs est en soi une avancée vers la modernisation de l'armée qui se pose ainsi d'emblée en pré-modèle de centralisation inspiré désormais par des considérations objectives de performance et non plus de cohérence segmentaire. Les nouvelles unités ne reproduisent plus l'ancienne composition humaine, vase closé, dans les limites des horizons étriqués, mais un nouveau foisonnement plus varié. La mosaïque humaine a notablement effacé ses aspérités caricaturales dans le moule affineur des écoles de formation. L'utilisation des mêmes vocables, l'intégration des mêmes concepts techniques
sont déjà un premier dénominateur commun. Les permutations entre les chefs plus fréquentes que par le passé, les translations d'unités, leur déplacement d'un secteur à l'autre du théâtre d'opération créent une relation nouvelle entre les hommes et leur environnement. Dans les nouveaux bataillons se retrouvent côte à côte l'émigré venu d'Europe, le montagnard de l'Horace ou du Djordjara, le citadin de Ennaba ou d'Alger, le paysan de Soukharas ou le journalier d'Oranie. Les agrégations rugueuses, hérissées et souvent hermétiques qui sécrètent en dehors de leur cercle ces quarantaines affreuses où sont confinés les autres tendront peu à peu vers la disparition. La modernisation de l'ALN n'est pas uniquement un gain sur le plan militaire, elle est aussi une appréhension plus rationnelle et plus vaste de l'environnement. Les incandescences ambiantes élaborent par l'étincelle de l'arc la guerre, les fusions naturelles qui lient entre elles et les pierres du socle nation. Si je devais choisir parmi tous les apports de l'EMG et à sa tête Houari Boumediene, celui à mettre en premier est le bris du régionalisme et de l'esprit clanique qui ont fait la trame profonde des dissidences des Djbel Chambi et Sidi Ahmed ou de celles des collines pelées du sud-ouest de Soukharas pour n'évoquer que les plus connus. Khaled Nezzar, Slim Saadi, Abdelrazak Bouhara, مختار كرباب، عبد النور بكا، علي بوحجة، عبد القادر قارا، أحمد ترخوش، عبد القادر عبد اللاوي، محمد صالح بالشيشي، مجدوب الكحل عياط et tant d'autres chefs de bataillon ont été choisis et affectés à la tête de telle ou telle unité en fonction de critères objectifs précis et non pas en fonction de l'origine tribale de la majorité des personnels présents au sein de ces mêmes unités. Karim Belkacem et Houari Boumediene auront le mérite d'avoir l'un et l'autre tenté avec des fortunes diverses, le contexte n'ayant pas été le même pour les deux, de faire émerger les unités de l'armée algérienne de leur premier cocon pour en faire des formations qui reflètent désormais la cohésion. L'œuvre des deux hommes sera poursuivie avec succès par d'autres. La longue et positive évolution de l'armée algérienne continuera avec pour thèmes principaux la défense de la patrie, le progrès et la modernité. J'écrivais récemment dans L'armée algérienne face à la désinformation, paru aux éditions Médiane, comment la restructuration de l'ANP que j'ai eu l'insigne honneur de concrétiser au milieu de la décennie 1980 a eu pour seul fondement ces trois impératifs auxquels les moudjahidines, par leur abnégation et leur sacrifice, ont donné une extraordinaire densité. L'histoire de l'armée algérienne ne s'est pas arrêtée avec les barrages de Maurice et de Chal. Elle s'est poursuivie et elle continue. Avec Houari Boumediene, les préoccupations n'ont pas changé. La ligne Chal, au fait de sa puissance, est pour l'ALN un objectif stratégique. Nous nous y attaquons de toutes les façons possibles. Les opérations planifiées par le nouvel état-major général durent entre 3 et 15 jours. Elles sont exécutées par les différentes unités implantées aux frontières. Nos actions qui se déclenchent pratiquement toutes à la même heure créent une mobilisation permanente chez l'ennemi et lui démontrent qu'il a affaire désormais à un autre commandement. Dans une première phase, une mission de mise en condition est exécutée de façon à familiariser les moudjahidines avec les défenses de la ligne pour démystifier ces dernières, les banaliser et les réduire à une dimension techniquement résolvable.